Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une émission que nous consacrons aujourd'hui à la place et au rôle des femmes dans la tradition Zen Soto. Car si l'on en parle peu, ces dernières ont pourtant été présentes activement dans le bouddhisme Zen Soto au Japon, et ce, dès sa formation au XIIIe siècle et jusqu'à nos jours, que ce soit en tant que moniale ou en tant que laïque. Alors pour quelles raisons leur rôle est-il si méconnu? Que nous disent à ce sujet les deux patriarches fondateurs du Zen Soto au Japon, Maître Dogen et Maître Kezan? Et qu'en est-il aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invitée. Brigitte Sedjo-Crépon, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le zen dans la tradition Zen Soto depuis une quarantaine d'années. Vous avez fondé avec votre mari Pierre Crépon le temple Koshaiji Avan, où vous enseignez, et vous avez également fondé avec lui une maison d'édition où vous publiez des ouvrages liés au bouddhisme. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, vous êtes vous-même nonne dans la tradition Soto, je viens de le dire. Est-ce que l'on peut revenir un instant sur votre parcours pour mieux faire votre connaissance ? Oui, alors j'ai commencé à pratiquer le zen, j'étais très jeune et j'ai eu connaissance du zen par les livres. En fait, essentiellement par le livre de Daisetsu Suzuki qui s'intitulait Essai sur le bouddhisme zen et qui a fait connaître le zen en Occident. À l'époque, il y a une quarantaine d'années, le zen était très peu connu, le bouddhisme très peu également. Et c'est vraiment le livre qui a aidé à faire connaître le bouddhisme en Occident. Ce qui m'a interpellée dans ce livre, c'est que c'est cet aspect du zen énigmatique, qu'on ne peut pas saisir par les mots, qui fait appel à l'intuition. Et en fait, je me rendais compte que je ne comprenais absolument pas de quoi il s'agissait. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et c'est comme ça que j'y suis venue. Et donc, en plus, j'ai eu la chance à l'époque d'apprendre qu'il y avait un maître zen qui pratiquait, qui enseignait à Paris, maître Taizen Deshimaru. Donc, je suis allée, j'ai rencontré ce maître et c'était à Paris. Il était arrivé en 1967, il était déjà là depuis plusieurs années et depuis, le zen a été le fil conducteur de ma vie. Alors le zen vous a mené au Japon, vous avez séjourné plusieurs fois. Qu'en est-il justement des pratiques des nonnes sur place? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors j'ai fait pas mal de séjours au Japon, allant de quelques semaines à plusieurs mois. J'ai séjourné dans un temple de moines où j'étais la seule nonne. J'ai séjourné également dans un temple mixte. C'est-à-dire qu'il y avait des nonnes et des moines, mais également des Japonais et des Occidentaux. Et cette expérience était vraiment très enrichissante. La rencontre des deux cultures était vraiment très intéressante, très enrichissante. J'ai pu constater que la pratique des nonnes est exactement la même que la pratique des moines dans les temples de formation. Ils reçoivent la même formation. On est habillé, on porte les mêmes vêtements, on suit les mêmes rituels, on suit les mêmes préceptes, on a les mêmes responsabilités. Donc il n'y a absolument aucune différence. Alors comment est-ce que vous expliquez que ce rôle soit si mal connu encore aujourd'hui, alors qu'elles sont si présentes et qu'elles l'ont toujours été? Alors les nonnes, elles ont été présentes puisque les fondateurs ont eu des disciples nonnes depuis le début, et même avant le zen, les premières ordinations bouddhistes ont été données à des femmes. Donc elles ont toujours été présentes, même dans la littérature japonaise, les nonnes bouddhistes étaient très présentes, même au Xe siècle. Et je pense qu'en fait on méconnaît, en France on méconnaît toute cette littérature, toute cette histoire. Et je pense qu'on manque de traducteurs, on manque de recherche. Mais parce que les nonnes ont vraiment existé et ont vraiment été présentes. Alors, ce sont justement les deux patriarches, les deux fondateurs du Zen Soto, donc Maître Dogen et Maître Kezan, qui insistaient beaucoup justement sur l'égalité et le fait de transmettre l'enseignement sans discrimination. Oui, c'était au XIIIe siècle, donc au Moyen-Âge. Et les deux fondateurs sont extrêmement modernes, extrêmement avant-gardistes pour le Moyen-Âge envers les femmes. Par exemple, Maître Dogen parle des enseignants en disant ce qui est le plus important quand on pratique la voie, c'est de rencontrer un maître.
il ajoute, peu importe son aspect, peu importe que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne qui doit être digne de confiance, une personne sûre, et peu importe son aspect. Donc il ajoute ensuite, c'est l'enseignement qu'il faut respecter, c'est l'enseignement qui est à étudier, peu importe son aspect. Donc il ne faut pas faire de distinction entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un point très important. Pour Maître Dogen, tous les êtres animés, inanimés, les êtres animés, c'est-à-dire les êtres humains, les animaux, les êtres inanimés, ce sont les plantes, les arbres, les tables, les chaises, tout est une manifestation de la nature de Bouddha, c'est-à-dire manifeste l'éveil. Donc à partir de là, il n'y a plus de distinction. Alors, l'une des particularités également du Zen Soto, c'est que les hommes et les femmes peuvent se marier. Oui, effectivement. C'est une spécificité de l'école Zen Soto. En fait, ça date de la restauration Meiji, c'est-à-dire de 1868. Le gouvernement voulait affaiblir le bouddhisme qui commençait à prendre beaucoup d'importance et donc il a autorisé les moines et les nonnes à se marier, pensant par là que le fait de créer une famille, d'avoir des enfants, détournerait les moines de la voie et de la pratique. Mais en fait, il s'est passé exactement le contraire. Et le fait d'avoir des enfants, ça a permis d'assurer une descendance. Et le temple s'est transmis de l'abbé, du père, au fils ou à la fille. Les enfants sont les héritiers du temple, enfin de la fonction d'abbé ou d'abbesse. Et donc ça a permis en fait au bouddhisme de perdurer. Alors il faut quand même préciser que même si les nonnes peuvent se marier, il y en a assez peu au Japon qui le sont. Mais quand même il faut noter par exemple que là actuellement c'est une nonne japonaise mariée qui est directrice du bureau européen du Zen Soto à Paris. Donc c'est une position assez importante puisqu'elle régit toute l'institution japonaise, mais en Europe. Et c'est donc une femme, une nonne japonaise mariée, qui est directrice de ce bureau. Assez révolutionnaire. Voilà. Alors revenons maintenant un peu au texte, si vous le voulez bien, notamment le texte que Maître Dogen a écrit concernant les femmes, qui est magnifique, et où il évoque la femme justement comme un objet de convoitise charnelle. Que nous dit-il sur cet aspect-là? Oui, alors c'est un texte du Shobogenzo qui s'intitule Rai Hai Tokuzui. Dans ce texte, donc il parle voilà, des personnes qui voient les femmes comme un objet de convoitise charnelle. Et il dit en fait, si l'on n'est pas éveillé, si on n'est pas éveillé, si on n'a pas dépassé ses passions, alors que l'on soit un homme ou une femme, on reste attaché à ses passions. En fait, le problème, c'est pas l'objet de la passion. Le problème, c'est soi-même. C'est parce qu'on n'est pas éveillé qu'on tombe dans les passions et qu'on tombe dans les attachements égoïstes. Donc ça, c'est une position assez aussi révolutionnaire. Ce n'est pas la femme qu'il faut rejeter, c'est soi-même qu'il faut observer et essayer de comprendre qu'on n'est pas éveillé au fait que tous les êtres sont manifestations de l'éveil. Alors revenons maintenant sur l'autre patriarche, Maître Keizan, qui lui a aussi une histoire familiale très forte avec les femmes. Oui, effectivement, Maître Keizan a été élevé principalement donc, par sa mère, qui était religieuse, et par sa grand-mère. Sa mère a été abbesse d'un temple de nonnes, et donc elle était très dévouée au Bodhisattva de la compassion, Kannon, qui est aussi une représentation féminine au Japon. Quand elle a eu la charge d'abbesse du temple de nonnes, sa mère a confié Keizan à sa grand-mère, qui s'appelait Myoshi, qui elle-même avait été disciple du premier fondateur Maître Dogen, et très pieuse également. Donc il était vraiment dans un entourage, dans un environnement féminin, et ça l'a énormément influencé. Sa mère était son guide spirituel. Il a eu de nombreuses disciples également.
Et donc cela l'a aussi peut-être poussé à jouer un rôle important dans l'organisation des nonnes dans la tradition Soto. Oui, tout à fait. Il a fondé de nombreux temples. Il a eu des nonnes comme disciples. Il avait promis, quand sa mère est morte, à son chevet, il lui avait promis de tout faire pour la reconnaissance des nonnes et également pour l'éducation des femmes, qui au Moyen-Âge n'était pas vraiment encore développée. Il a eu des nonnes pour disciples, notamment Sonine, qu'il a nommée abbesse d'un temple de nonnes qui était dévoué au Bodhisattva de la compassion canon. Et puis après, il l'a nommée abbesse d'un autre temple. Et il a toujours œuvré pour la reconnaissance des nonnes dans le bouddhisme Zen Soto, bien que ça se soit fait beaucoup plus tardivement. Ça ait pris du temps à se réaliser. Alors, avant de nous quitter, je vous propose qu'on fasse un bond dans le temps, donc du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, pour voir un petit peu ce qu'il en est aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les femmes chefs de temple, qui sont aussi des laïcs. Ce serait bien peut-être d'en dire un mot. Oui, c'est très intéressant parce que, en général, au Japon, les temples sont dirigés par un couple, c'est-à-dire le moine qui est abbé du temple et sa femme. Et ils ont des enfants. La plupart du temps, ils ont des enfants. La femme du chef de temple est une laïque qui reçoit une ordination spécifique. Mais elle joue un rôle très important dans la paroisse parce qu'elle est à l'écoute des laïcs qui viennent au temple quand ils veulent. Elle est à l'écoute des confidences, elle a vraiment un rôle très important au sein de la population et elle est très respectée. Et bien que ce soit des laïcs, elles ont une vie religieuse et c'est vraiment un exemple d'écoute compassionnée envers les laïcs et toute la population. Et alors, pour conclure, quelle est aujourd'hui la situation des femmes dans la tradition Soto, notamment en Europe? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire? Alors, en Europe, il y a beaucoup de cas de figure. Il y a des couples, moines et nonnes, qui sont à la tête des temples. Il y a des temples qui sont dirigés par des abbesses qui sont célibataires. Il y a des nonnes qui sont mariées et qui en même temps enseignent et en même temps ont une activité dans le social. Donc, en fait, il y a énormément de cas de figure. Et c'est quand même très spécifique de l'école Zen Soto. C'est cette ouverture et cette souplesse dans la pratique de la voix. Et en fait, le point important, c'est que ce n'est pas la fonction, ce n'est pas ou le titre qui fait l'importance, en fait. C'est la qualité de la personne, peu importe qu'elle soit même laïque. En fait, l'important, c'est la qualité de la personne et la foi et ce qu'elle peut transmettre. Et c'est vraiment la spécificité de l'école Soto. Et je pense que c'est un bon modèle pour le futur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons quelques pistes de lecture, avec tout d'abord le livre de Shundo Aoyama, Le Zen et la vie, sagesse et compassion du non-zen aux éditions Suni. Elle porte ici, dans cet ouvrage, un regard lucide et plein de compassion sur la condition humaine, à travers l'enseignement des maîtres zen du passé, des anecdotes de la vie quotidienne ou encore des souvenirs personnels. Toujours aux éditions Suni, le tome 5 du Shobogenzo de Maître Dogen, traduit et annoté par Yoko Rimo. Ce recueil contient un certain nombre de textes parmi les plus importants de la tradition Zen Soto. Vous y retrouverez un chapitre consacré à la place des femmes dans le zen. Ainsi que La rosée d'un lotus de Ryokan et Taishin, traduit et présenté par Alain-Louis Collat chez Gallimard. Il s'agit du premier recueil de poésie de Ryokan, constitué après sa disparition par une moniale, Taishin donc, qui avait eu le privilège de bien le connaître. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Je vous souhaite une très belle journée.